Eh bien, bienvenue de retour. Je suis heureux d'entendre le speech de Michael et la présentation de Michael. Merci beaucoup d'avance pour ta présentation. Est-ce que vous voyez ma présentation, mais transparent? Yes. Happy to hear you. Yes. Je vais vous parler de l'écologie d'une colonie d'abeilles. Certains aspects ont déjà été traités et je peux parler de ce que David a dit. Depuis 2001, je traite pratiquement plus. 2003, je ne traite plus du tout. J'ai des pertes, mais on est pratiquement au même niveau. Mais je n'ai pas de poison et donc pas de poison dans mon miel. Et là, je mène de loin. Et j'aimerais parler de l'écologie de la colonie d'abeilles et l'impact que cela. Voilà, il faut que ça bouge. Et surtout, avant que vous ne preniez des notes à tout va, toutes mes présentations sont disponibles sur mon site web bushfarms.com. Allez sur le bouton Beekeeping et après vous voyez les beespresentation.htm. J'ai un livre, mais tout ce qui est dans le livre est sur mon site web aussi, donc vous n'avez pas besoin de... Et le livre et le site web disponibles en différentes langues, espagnol, allemand, portugais, français, en tout cas une grande partie, et même en roumain, polonais, etc., bélarusien. Et si vous cliquez sur le petit bouton langue, ça vous y mènera. Certains sont disponibles comme livres électroniques. Et vous pouvez aussi aller consulter à xstarpublishing.com. Et également, j'ai un camp d'apiculteurs une fois par an. Ce que nous faisons, c'est une semaine ensemble. C'est vraiment de l'apiculture. Je cherche toujours aussi des apprentis, si vous connaissez quelqu'un d'intéressé pendant la saison des abeilles. N'hésitez pas, vous avez également la page Bees Apprentice. Parlons donc de l'écologie de la ruche. Il y a des macro-organismes tels que les insectes, les acariens, les centipèdes. Et lorsque vous avez un comptage dans une colonie naturelle, vous voyez toujours les différents insectes. Vous avez les fourmis souvent aussi. Et vous trouvez aussi, avant d'utiliser les poisons, il y avait aussi des choses tout à fait intéressantes. Donc, parlons de ces insectes que l'on trouve. Il y a des petits coléoptères qui ne posent pas de problème. Il y a des fourmis, j'en ai pas de problème, mais qui peuvent être nuisibles. Mais chez nous, les hivers semblent toujours tuer les fourmis.
le pou d'abeille, l'époux d'abeille, qui est bénin, un insecte qui est nourri par l'abeille. Et ça, si vous avez un traitement anti-acarien, tout ça part avec. Ensuite, si vous avez des mitassires, vous pouvez peigner. Vous avez aussi les petits coléoptères des ruches. Je pense que vous en avez aussi en Suisse. Et ils sont un peu partout. En Italie, ils en ont. Et je pense qu'ils ont migré vers le nord. Un problème ici, chez nous, mais de manière générale, on arrive à les maîtriser. Et nous avons également des mitassires. Et ils arrivent également à détruire certaines parties de la cire où il peut y avoir des maladies. J'ai sur mon site web une liste de 750 espèces d'acariens qui vivent sur les abeilles. On dit toujours les acariens, c'est mauvais. Mais de fait, 3 seulement posent problème. La question est de savoir combien posent problème. Est difficile à dire. Varroa destructor, c'est celui qui pose le plus de problèmes. Acarapis woody, acarien trachéen, c'est ravageur. Et nous avons aussi les Tropéléaps clarés, et c'est également ravageur. Et il semblerait que certains en souffrent. Vous avez une sorte de scorpion qui mange des acariens. Vous avez le lien vers l'étude. Il y a des acariens qui mangent des varrois. Ils ne se reproduisent pas chez nous, à moins ils n'arrivent pas à se reproduire dans une ruche. Dans un arbre, ils peuvent vivre en bas, dans l'arbre. Et vous les achetez, vous les mettez dans une ruche, ça marche parce que ça ne fait pas de mal aux abeilles, mais ils ne peuvent pas se reproduire. Et tout simplement, ils vont aller autre part une fois qu'ils ont mangé tous les acariens qu'ils mangent. D'autres acariens qu'on trouve, vous avez les 3 types Acarapis qui sont pratiquement impossibles à distinguer d'un Acarapis woody. Mon prof de latin aurait dit woody, mais dorsalis, c'est sur le dos. Externus, c'est surtout sur les joints. Et on a vagan, et c'est en fait une distinction de l'endroit où il se trouve sur l'abeille. Et je pense que personne n'a jamais vraiment étudié ce problème. Vous avez les centipèdes que vous trouvez également. This is a link to most of the research. Well, the first one's actually an article by the USDA that says Et
vous voyez les différents organismes qui existent, USDA, et le deuxième est de la recherche dans les années 1980, Martha Gilliam, où elle a isolé ces micro-organismes vivant dans une colonie d'abeilles et en bonne santé. Je ne parle pas du tout d'une ruche ou d'une colonie en mauvaise santé. Vous avez des virus. Certains sont prétendument bénéfiques parce que tout simplement ils sont dans une niche et ont une fonctionnalité spécifique. Un semble ne pas causer de problème, mais semble éviter que d'autres plus virulents ne s'imbriquent. Et quelque chose de plus pathogène. Et ensuite, nous avons les champignons. Et pour les anciens qui connaissent, il y a des Nosema apis. Il y a différents types de Nosema. Et c'est tout simplement les différents apis causent ont des répercussions assez néfastes qu'on voit pratiquement plus aux États-Unis d'ailleurs. On voit que c'est pathogène, mais visiblement, il y a des bénéfices, mais bon, des coûts. Il semblerait être pertinent d'en avoir ce type de mycète ou de champignon. Lorsque vous l'avez à l'intérieur du corps humain à certains endroits, mais pas pour les abeilles. Et vous avez aussi les levures tolérantes au sucre, qui est nécessaire à la fermentation du pain d'abeilles. Notamment, d'autres sont absolument à la survie, puisqu'il y a un processus de fermentation. Le premier étant la levure, et l'autre, c'est un bactérie lactogastrique. Donc, ces deux processus, ces deux étapes sont nécessaires pour rendre le tout digérable pour les abeilles. La broche à craie est arrivée dans les années 1960 et la variante européenne a disparu du jour au lendemain, plus ou moins. Et tout simplement parce que les abeilles, à mon avis, les questions de température en Fahrenheit 95, en Fahrenheit, c'est là qu'on est dans une ruche. Et là, on ne peut pas se reproduire, en tout cas pas la larve exposée devient immune. Et visiblement, cela a permis d'initier leur système immunitaire qui a fait que cela avait un système immunitaire suffisamment résistant. Ensuite, vous avez le brome qui endommage les habits, mais en fait, c'est de l'Aspergillus fumigatus. Et nous avons des milliers de bactéries de types différents. Certains ont à l'intérieur de l'estomac
une bactérie, forms the lining of the gut of the bee. vous avez justement There's several research projects about l'intérieur des intestins 10, d'une 15 years now. abeille qui sont recouverts. Il y a quelques travaux, Biofilm in their gut of the bee does is it protects them from EFB and AFB. notamment As AFP, I said before, with the AFB. rock brood, basically the nurse Comme je l'ai dit tout à l'heure, and some of this beneficial bacteria gets fed to the larva, which doesn't damage the nous larva, avons but does trigger their immune system. And then once it triggers their immune system, des bactéries qui se forment, qui ne détruisent pas les abeilles ou qui ne les attaquent pas, mais qui ont un effet positif sur le système immunitaire, ce qui fait que par la suite, ils deviennent plus résistants et deviennent résistants à AFP et EFP, qui, eux, en retour, ne déclenchent aucune réaction immunitaire. Et notamment aussi au niveau de la formation d'abeilles. Et Martha Gillum a, dans plusieurs études plus récentes, montré que les bactéries de l'intestin protègent également les larves contre l'AFP-EFP, donc LOC américaine, européenne. What do they call them? Slips my mind. The disappearing disease we've had recently here. Oui, cette maladie qui a disparu. Ils n'ont rien pu trouver, donc ils ont commencé à regarder, analyser ce qui manquait et non pas ce qu'il y avait, et ont trouvé des effets bénéfiques par rapport à la liste exhaustive de Martha Gilliam. Donc, quelques pathogènes connus. Je ne pense pas pourquoi il y a toujours des noms latins. Il n'y a pas d'ambiguïté. Melissococcus pluton, c'est anciennement justement le Streptococcus pluton qui justement cause le EFP. Panibacillus larvae, anciennement Bacillus larvae, est responsable de la loque américaine, AFB. Bacillus paraalvae et d'autres micro-organismes sont également à l'origine de différentes formes de loque. Donc, quels sont les effets que nous avons au niveau des traitements? Il y a tout d'abord votre cire est contaminée. Ces pesticides pénètrent la cire et ça se concentre dans la cire. Cela cause par la suite la stérilité des reines, des drones, et cela réduit également de manière significative la vie des abeilles travailleuses. Et ça a un impact majeur sur les colonies. Si vous voyez que les abeilles émergent, it's an adult, then it's got 3 weeks of housekeeping and whatever, and then it's et ont différents rôles. Et la période de butineuse ne se fait que dans les 3 dernières semaines. Avant, c'est justement tout le travail à l'intérieur de la nettoyeuse, maçon, gardien vigile, nourrice, ventileuse. Et après, c'est vraiment là, quand elles sont boutineuses, c'est là qu'elles peuvent permettre à la colonie de passer l'hiver. Si vous réduisez cet espace de 3 semaines à d'1 semaine, alors vous allez avoir un problème au niveau de votre colonie.
d'autres effets. Vous avez un effet, le fumidil. Ça détruit certains micro-organismes. C'est illégal dans beaucoup de pays parce que c'est un antibiotique. Et ça détruit micro-organismes. Et terramycine, c'est la même chose. Donc, ça tue toutes les antibiotiques. C'est des antibiotiques qui tuent de nombreux micro-organismes. Vous avez donc un certain nombre de résistances qui se sont faites. En tout cas au Canada et au Royaume-Uni. Et vous avez aucun de ces micro-organismes n'avait pu construire de résistance sur ou envers la terramycine. Et thioleucine et terramycine essayent d'éviter la forme américaine et européenne de la loque. Et souvent, on pense que c'est naturel. D'un certain côté, ils le sont, mais ça tue les bactéries dans les intestins. Et si par la suite, c'est mélangé au pollen, et alors qu'il y a un besoin de fermentation, donc là, vous avez une interruption. Vraiment, les acides organiques tuent de nombreux micro-organismes et c'est assez large, hein, notamment aussi d'autres acariens, insectes, et pas toutes les 750, nous sommes d'accord, et certains qui ne posent pas de problème, et notamment les insectes. Pourquoi? Pourquoi les insectes? Parce que vous changez de manière radicale le niveau pH. Et cela a donc une suite d'effets tout à fait désastreux. Les acaracides, c'est surtout les insecticides connus que nous connaissons comme mytocides. Nous avons quelques résultats. L'utilisation d'antibiotiques raccourcit la vie des abeilles et ralentit leur métabolisme. Et là, vous avez des études qui montrent les effets sur Google Scholar. Donc, vous allez faire des recherches là-dessus et vous trouvez des centaines et centaines. Et on est tombé dessus parce que vous avez donc une exposition aux antibiotiques qui perturbe le microbiote intestinal et augmente la mortalité chez les abeilles domestiques. Vous avez notamment aussi l'étude sur les antibiotiques dans les ruches et leurs effets sur la physiologie et le développement comportemental des abeilles. Et il est clair que l'utilisation d'antibiotiques affecte la physiologie et le développement comportemental des abeilles. Un de mes amis était impliqué dans cette étude, notamment pour voir ce qui se trouve dans les abeilles
Et Bill Gillespie est en Arizona. Et il y a une grande variété de bactéries dans ces abeilles. Et certains qui l'utilisent à l'échelle industrielle n'ont absolument aucun acarien. Donc, c'est pratiquement toujours le même niveau que lorsque ça a été traité. Ça n'a pas repris. Et je pense que c'est un résultat significatif en sachant que lorsque vous arrêtez un traitement, les gens généralement pensent, OK, ils se régénèrent et les abeilles deviennent en bonne santé. Mais ce n'est pas le cas. Et en fait, le seul moyen d'y arriver, ce serait d'avoir dans votre élevage des abeilles qui ont encore ces micro-organismes et de les croiser. Sinon, vous-même, des décennies plus tard, vous n'allez pas avoir des abeilles en bonne santé. Donc, l'utilisation d'antibiotiques affecte le biome de la colonie pendant des décennies. Le titre de cette première étude, sachant que les antibiotiques réduisent la diversité génétique des espèces centrales du microbiome. Ce n'est pas toujours mauvais parce que pour la fermentation du pain abeille, c'est nécessaire, mais il y a une accumulation de ceux et celles résistantes et de celles qu'ils avaient, et il ne semblerait pas possible d'avoir un retour à un équilibre normal. Et là, vous avez la vulnérabilité. L'utilisation d'antibiotiques rend les abeilles vulnérables à la noséma. Et le problème avec tous ces facteurs, c'est lorsque vous parlez des organismes bénéfiques, c'est plus difficile à trouver que l'on le pense. Nous avons la déformation des ailes, mais il y a 3 variétés différentes. Si vous avez celle qui n'est pas virulente, est-ce bénin, est-ce pathogène, est-ce bénéfique? C'est pathogène, mais en fait, les résultats sont bénins et donc c'est bénéfique parce que ça vous rend plus résistant. Ce n'est pas simplement un organisme est bénéfique ou pas, un pathogène, mais vous pouvez être tout à la fois. Et donc, je pense, qu'est-ce que je peux faire moi pour I don't think I'm smart enough. Je ne pense pas être suffisamment intelligent pour trouver le bon résultat, mais la nature trouve le bon résultat et la solution est probablement de donner d'autres bactéries. Je ne sais pas si c'est de la levure ou d'autres bactéries sont nécessaires à la formation, nécessaires à la digestion du pollen et surtout ne pas intervenir dans cet équilibre naturel parce que la nature, elle va trouver elle. Moi, non. Une étude très intéressante, à savoir ce film biologique à l'intérieur des intestins dont je vous ai parlé. C'est facile à trouver, c'est gratuit. Et j'ai déjà parlé de ces points. Nous avons des bactéries sur nos peaux. Staphylococcus aureus. Et c'est une bonne chose
Si vous ne les aviez pas, il y aurait des champignons. Et les champignons sur la peau, c'est pas bon. Et il est donc bon d'avoir des organismes bénins qui évitent qu'il y ait les organismes non bénins qui viennent vivre. Et si vous avez ce genre d'effet, vous pouvez éviter de vous faire tuer. Donc, savoir ce qui est bénin et ce qui ne l'est pas n'est pas toujours évident. Et the other thing I think I don't know how to easily describe it, but what you have in any Et lorsque vous avez un endroit sur la planète, que ce soit nos intestins, notre peau, n'importe, une ruche, une colonie d'abeilles, n'importe l'endroit, vous avez des micro-organismes de partout. Pas un, mais c'est un cocktail de micro-organismes qui sont en concurrence. Et souvent, ils vivent en communauté. Et cela peut facilement imploser simplement parce que nous avons des valeurs pH différentes et avec des bactéries qui sont déséquilibrées, et ce déséquilibre mène à quelque chose de plus grave. Et ça, c'est un autre problème que nous avons. Tant que vous traitez, vous n'avez pas de pression de sélection par rapport à ces processus naturels. J'ai vu des éleveurs pour quelque chose. Ah, pour cela. OK. Et puis le reste ne fonctionne plus parce qu'ils se concentrent que sur un aspect. Et un organisme est beaucoup plus que juste une fonctionnalité. Et vous perdez l'équilibre de tous les autres aspects. Et donc, ça se scratch monstrueusement. Et la manière de traiter contre le varroa, c'est de élever des chevaux de course sans les mettre sur des courses ou les mettre en concurrence à d'autres chevaux. Mais vous n'avez aucune idée si c'est des chevaux de course, puisque vous ne les avez jamais engagés dans une course. Nous traitons au lieu d'augmenter les résistances. Vous ne pouvez pas traiter parce que vous ne savez pas comment ils vont se battre une fois qu'ils seront exposés à ce type de stress. Et donc, vous avez des super parasites qui se développent. Vous avez une pression sélective qui, en fait, est toujours en concurrence par rapport au fait que vous essayez de les mettre en concurrence ou que vous essayez de les éliminer selon le cas. Et donc, nous créons la situation où nous souhaitons uniquement produire plus vite et donc nous traitons contre les mythes parce que nous préférons les travailleuses. Et nous, lorsque nous avons par exemple un élevage de bourdons, avons une certaine logique là-dedans. Et j'aimerais justement à ce titre vous montrer une citation tirée du Webster. C'est « J'ai fait de l'élevage de poulets et 80%
C'était génial au niveau des œufs. 90, sublime. 60, c'était pas. Entre 60 et 90. Et j'avais un ami qui travaillait pour la société responsable de notre irrigation en eau. Et l'ami, je lui ai dit, écoute, tu les as laissés dans ton bulldozer, dans un t-shirt, et je ne pense pas que ces œufs ne vont vraiment éclore. J'ai jamais vu ça, jamais vu ça. Et je pense que la nature sauvage a une vigueur que nous sous-estimons. Lorsque vous avez la mort et la naissance au quotidien, il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de beaucoup plus grand qu'on ne peut pas suffisamment s'apprécier. Et je pense que la plus grande erreur que nous puissions commettre, c'est de voir les acariens, les mythes, n'importe comme des ennemis dont il faut se débarrasser. Il faut donner les outils aux abeilles pour se battre contre et tout simplement tuer les acariens avec de l'hydrogène liquide, n'importe ces applications, ça va être perçu comme étant une grosse perte de temps. Et tout le travail ennuyeux de destructeurs consistant à compter les acariens sur les plages collantes, à regarder les abeilles se toiletter les unes les autres, mesurer les niveaux d'hormones du couvain, le tout effectué dans des milliers de réplications, sera donc considéré comme une perte de temps colossale et mes propres méthodes de propagation, de sélection et d'élevage des abeilles. Et il y a des citations de Kirk Webster que je peux vraiment vous conseiller. Vous avez le lien là, tout en bas, et il y a beaucoup de choses. L'autre problème avec le traitement, c'est que vous avez non seulement les produits chimiques et l'équilibre entre les microbes, micro-organismes, bactéries, et notamment aussi Anybody who's used formic acid or thymol or any of those d'une ruche et la manière dans laquelle elle opère. Et par exemple, les produits chimiques interfèrent avec la communication naturelle au niveau de la ruche. Cette communication se fait par l'odeur et les mécanismes de retour d'information, c'est les phéromones. Ah, il faut plus de pollen, c'est les phéromones qui font que il y a de l'odeur qui fait que les abeilles savent qu'il y a une reine. L'odeur permet aux abeilles de savoir quand le couvain a besoin d'être nourri. Et si on bloque l'odorat et ces phéromones et donc l'odeur, c'est impossible d'opérer une ruche. Et n'oublions jamais, les abeilles ont 165 gènes de récepteurs d'odeur, 2 fois plus que les mouches à fruits et les moustiques. Et notamment, une étude qui a montré que le miel est meilleur que le sirop de sucre. Et vous avez dans le titre l'impact des différents aliments sur la santé intestinale des abeilles à miel. Et ça montre clairement que le miel est meilleur que le sirop de sucre. Bien sûr, il faut leur donner quelque chose. Et on n'a pas souvent on n'a pas le choix. Mais le problème, c'est, parmi d'autres problèmes, c'est la valeur pH.
Le miel est acide, 3,2, 4,5, et le pH du sirop de sucre est assez neutre, 6 à 7. Et donc, que ce soit la loque européenne, américaine, elles se reproduisent toujours. C'est toujours à des pH 6,0 qu'ils se reproduisent et pas au niveau du miel. Donc, ce que je fais, j'ajoute de l'acide et cela permet de renforcer la santé de l'acide ascorbique de manière à mitiger un tout petit peu la valeur pH et peut-être aussi avoir d'autres acides qui, par appareil, peuvent être traités par le corps et nous savons qu'avec cela, on essaye d'éviter qu'elles ne perdent l'odorat et j'essaye de ne pas, bien entendu, si j'ai le choix entre les laisser mourir et les nourrir, je les nourris, mais j'essaye d'éviter de les nourrir. Vous pouvez facilement trouver ça sur scholar.google.com ou alors si vous cherchez la loque américaine et européenne sur Internet, vous trouvez ces choses très, très facilement. Et nous avons les mêmes problèmes avec les 8000 autres micro-organismes que Martha Gillam a découvert que tout changement dans l'eau est également affecté par le changement de pH. Et donc, par exemple, un équilibre écologique de la ruche en perturbant le pH de la nourriture. Et si vous avez un nectar qui est plus à 5,0, un autre effet, et notamment par rapport à l'équilibre au sein des intestins des abeilles. Donc, cela va interrompre, avoir un effet disruptif d'un nectar à un autre nectar et qui fait que vous causez une interruption et un déséquilibre plus fort juste parce que vous avez nourri vos abeilles avec du sirop de sucre qui peut donc plus perturber qu'aider. Je veux cependant clairement dire que le sirop de sucre est suffisant par rapport au miel. Le miel, c'est très, très complexe. C'est une comparaison ici, une étude. Le nectar au sirop de sucre et l'étude a montré que le nectar est le paradigme d'un habitat ouvert. Donc, beaucoup de choses. Il vivent bactéries, tout ce qui est dans le nectar. Et c'est cela qui le rend stable. Ça ne fermente pas. Les abeilles peuvent le gérer. Elles peuvent en faire du miel avant que ça ne fermente. Et probablement, la complexité du nectar soutient tout cela. Et je pense qu'il y a plus de différences que juste la valeur pH. Il y a beaucoup de complexité. Et comment la biodiversité est soutenue. Et parlons encore de quelques points. Jusqu'à présent, j'ai parlé de l'apiculteur, mais il y a tous les fermiers tout autour qui aspergent leurs champs. Les fongicides sont pulvérisés et se retrouvent dans le pollen qui est renvoyé à la ruche. Et vous avez les fongicides et donc ça va fermenter. Et les abeilles ne pourront pas le digérer. Et ça, c'est un problème.
Cela tue aussi les levures bénéfiques. Et c'est une absurdité, à mon avis. C'est un insecticide. Ça tue les insectes. Donc, ça tue les abeilles, parce que les abeilles sont des insectes. Et certains tuent plus, ou plus vite, ou plus fort. Mais si c'est un insecticide, ça va tuer les abeilles, c'est évident. Et vous avez aussi les herbicides comme le Roundup, que l'on connaît bien, qui élimine toutes les mauvaises herbes dans les champs. Et les effets, notamment aussi sur les abeilles, elles ont des problèmes à garder la température dans les ruches. Et j'ai vu que pour les abeilles exposées sont vraiment atteintes. Donc, je ne sais pas à quel point les herbicides affectent les abeilles. Je sais qu'elles les affectent de manière indirecte parce qu'elles éliminent toutes les mauvaises herbes, donc laissent moins de nourriture pour les pollinisateurs et contaminent le pollen. Et l'effet indirect, les herbicides causent, bien entendu, la mort. Je suis persuadé que c'est extrêmement mauvais pour les abeilles. La synopsis de tout ce que je vous ai dit. Nous avons au moins, je dis, 8000 organismes dans de nombreuses catégories différentes, qui vivent toutes et tous dans une colonie d'abeilles. Et seuls quelques-uns d'entre eux sont des agents pathogènes ou des parasites. Trois, hein? 3 au premier degré. Nous avons 750 acariens et 3 sont un problème. Donc, vous avez d'énormes nombre de créatures dans une colonie d'abeilles qui ne posent absolument aucun problème. Donc, certains sont essentiels. Si vous ne pouvez pas fermenter, vous ne pouvez pas élever. Certains ont simplement un rôle de niche qui serait rempli par quelqu'un d'autre. Et les antibiotiques interrompent cet équilibre. Les produits chimiques interrompent cet équilibre. Et notamment les acides organiques et les huiles essentielles perturbent cet équilibre. Donc, si vous tuez un type d'acarien, vous allez aussi affecter les 749 différents types d'acariens. Et donc, il s'agit là de bien savoir lesquels sont bons. Et vous avez les produits chimiques externes qui perturbent également l'équilibre d'une ruche au niveau que ce soit les fongicides, herbicides et autres. Voilà, tout ça, c'est mes contacts. Donc, j'ai tout encodé à bushfarms.com et très rapidement, j'ai des milliers d'annonces de femmes russes qui veulent se marier à moi et qui ne m'intéressent absolument pas. Et donc, tout se trouve sur bushfarm.com et j'ai un canal YouTube et mes présentations ont été enregistrées et vous avez une liste où les avoir si vous voulez soutenir
j'ai un compte sur Locals où vous pouvez me soutenir. Practical Beekeeper, mon 6e, est disponible en anglais, français, espagnol, portugais, allemand. J'ai quelque chose de plus récent. The Practical Queen Breeder, ma méthode. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas une reine. Et c'est vraiment sur l'élevage des rennes. Ça, c'est mon livre très court. Dans le grand livre, je parle de tous les choix que vous avez, de manière à ce que vous puissiez prendre une décision informée. Là, si je commençais, c'est ce que je ferais. Et ne pas simplement parler de tous les choix. Merci, Michael. Cela me parle énormément. Et nous avons 2 questions de Katia. Katia, est-ce que vous souhaitez poser vous-même vos questions peut-être? Ou alors on les lit. Qu'est-ce que vous recommandez pour des situations où vous avez beaucoup de colonies qui est une densité élevée et beaucoup d'apiculteurs et qui traitent tous encore aux acides formaliques? Vous ne pouvez contrôler que les choses que vous pouvez contrôler. Je ne peux pas contrôler ce que les autres font. Je recommande que vous élevez vos propres rennes parce que vous allez élever de meilleures rennes que vous pourrez en acheter. Et elles auront beaucoup de nourriture dans une colonie qui fonctionne bien. Et lorsque vous avez une reine qui est bien nourrie, c'est peut-être l'une des qualités premières. Et deuxièmement, avoir une bonne base génétique et la fédération, enfin le ministère américain, USDA, a collectionné les abeilles et a essayé. Les reines étaient ordinaires. Et la raison ont-ils décidé? Ils ne savaient pas comment les nourrir correctement. Ce que je veux dire, c'est la génétique ou la base génétique est importante, certes, mais si vous n'interrompez pas, elle va se développer pendant 2-3 semaines. Et si vous interrompez ce processus, elle n'arrive pas à se développer. Et c'est pour ça que je dis que vous pouvez élever de meilleures reines que vous ne pourrez en acheter. Mais d'un point de vue de la génétique, si vous avez des reines qui n'ont pas de traitement, alors vous pouvez au moins avoir cette base génétique et donc avoir des abeilles qui sont importées de n'importe où. C'est la seule chose que vous pouvez faire. C'est donner des reines de manière à ce que vous ayez une base génétique souhaitée. Parce que sinon, les gens vont continuer à acheter des reines et des abeilles traitées. Nous avons très peu de temps encore. Une question?
Vous avez parlé de la vitamine C dans le sucre, acide ascorbique. Combien? Well, I'll preface this with Je dirais que si vous souhaitez avoir un pH, je propose 4,5 parce que 3,5 de valeur de pH augmente la mortalité des abeilles. Et l'acide ascorbique, j'ai fait ça dans le passé. Et je peux vous donner les raisons. Je pense qu'il est difficile d'avoir une valeur pH cible, notamment avec mon eau. Je pense que si j'avais de l'eau stable et j'ai beaucoup de sédiments qui jouent le rôle de contrôle, et vous vous attendez, par exemple, vous mettez l'eau et vous voyez les sédiments. Et donc, les sédiments empêchent le changement de valeur de pH. Et il est donc difficile, comme l'oxygène absorbé et le sirop de sucre est aussi un tout petit peu un élément tampon. Et je fais toujours 50 litres, 5 parties de sucre, 3 d'eau. Et j'évite la cristallisation. Je n'arrive pas à faire du sirop 2 à 1. Je pars du fait que c'est cette valeur incroyable de chaux ordinaire dans l'eau. Donc, 23 pintes d'eau pour 40 pounds de sucre. Donc, 5 à 3. Et j'ai de l'acide ascorbique bien rempli, cuillère de thé, et j'attends que ce soit dissolu. Je fais toujours bouillir pour que ce soit bien absorbé. Et c'est comme ça que je fais mon sirop. Et ça semble bien marcher. Les abeilles acceptent bien. Je pars du fait qu'il y a encore beaucoup de questions, mais je ne suis désolé, nous n'arriverons pas à continuer parce que traduire en plus d'une heure est tout simplement impossible. Et j'aimerais remercier les deux interprètes, Simona et Thomas, et David, Michael, pour vous deux aussi, très intéressant. Et à la fin de la conférence, vous pourrez encore rester avec nous, répondre sans interprétation à nos questions. Et j'aimerais également remercier tous les donateurs, car une telle conférence est impossible à réaliser si on veut couvrir tous les coûts. Donc, merci beaucoup à nos donateurs, que vous retrouvez d'ailleurs aussi sur notre site web.